Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, c'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi et surtout profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a connu le très haut niveau, l'exigence, la pression, les titres et surtout ce moment que tous les sportifs redoutent mais que vous finissez par vivre, l'après-carrière. Ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais, internationale française, championne de France avec l'OL et finaliste d'une Champions League, Coralie Duché a évolué dans un des environnements les plus exigeants du sport féminin. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa carrière, c'est ce qui se passe après, quand l'identité vacille, quand il faut se réinventer. Et dans son parcours, il y a un élément intéressant, le vélo. Pas comme une performance, pas comme une compétition, mais comme un moyen de continuer à avancer. Dans cet épisode, on va parler de haut niveau bien évidemment, de transition, de vélo, de cyclisme et surtout de cette idée simple que le mouvement reste accessible à toutes et à tous. Je vous souhaite un bel épisode, tous et toutes en selle. Salut Coralie. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer. Déjà, c'est la première fois qu'on se rencontre et très heureux de t'avoir sur le podcast Tous en selle. Bienvenue sur le podcast Tous en selle. La première question que je vais te poser, Coralie, c'est est-ce que tu peux, pour les auditrices, les auditeurs, te présenter, nous expliquer rapidement ton parcours, dans lequel on va revenir en détail ensuite. Et oui, donc Coralie Duché, je suis née dans la Loire, mais voilà, j'ai joué à Lyon pendant un certain nombre d'années à l'Olympique lyonnais. Donc je viens du monde du football et pas forcément du vélo. Du coup, ça va être intéressant. Et pas forcément du vélo, mais le vélo il y a quand même des projets de vélo. C'est aussi pour ça que j'ai voulu que tu sois sur le podcast. Alors, avant qu'on rentre justement dans les aventures à vélo que tu as fait, j'aimerais qu'on parle haut niveau, le haut niveau que tu as connu, ce que tu as dit avec beaucoup d'humilité que tu étais dans le monde du football. Mais je repositionne les choses, je l'ai dit en introduction, Coralie a connu le très très haut niveau, plusieurs titres de championne de France avec l'Olympique de Lyonnais, une finale de Champions League, donc ça situe tout de suite le personnage qui est en face de moi, et c'est pour ça que je suis très honoré de t'avoir sur le podcast. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, avant qu'on vienne sur le vélo justement, et comment le vélo fait partie de ta vie, mais le haut niveau, le football, est-ce que c'était dans ta vie depuis toute petite ? J'ai commencé très tôt, ouais. Effectivement, j'avais une dizaine d'années. Alors à la base, je voulais faire de la motocross, donc rien à voir. Hein. Mais mes parents, vu que j'étais un peu casse-couille, ils m'ont dit va plutôt jouer au foot. C'était moins dangereux pour eux, ils étaient plus sereins. Et j'avais une famille qui était pas du tout football. Hein. Mon père n'aime pas le foot, mon frère n'a jamais fait du football, ma sœur non plus. Presque à la rigueur. Donc on t'a mis au foot pour que tu puisses canaliser ton énergie, te dépenser en fait. Ben non, c'était plus cours de récréation. J'aimais pas trop les jeux de filles, on va dire ça comme ça. J'étais un garçon manqué et je préférais aller jouer sur le terrain avec les garçons, donc au ballon. Et c'est vrai que j'étais bien accueillie. C'était plutôt sympa, ça me dépensait aussi effectivement, donc j'avais besoin, j'étais un peu pas hyper active, mais j'avais besoin de me dépenser. Et donc dans ton parcours de sportive, l'équipe de France arrive à 17 ans ? Exact. Alors quand tu rentres en équipe de France, est-ce que tu es déjà sous le maillot de l'Olympique lyonnais ou est-ce que tu es toujours dans un club du 42 ? Alors ça a été un petit peu particulier parce que je rentre en sport-études en seconde. À l'époque, c'était les débuts des pôles, ce qu'on appelle aujourd'hui pôles, qui étaient sport-études à Vaux-en-Velin. Donc je suis partie, j'avais 16 ans de Roanne. Je loupe les sélections du centre de formation à l'époque avec Cécile Locatelli, mais je suis rentrée par le sport-études parce que je fais une finale de coupe c'était la Coupe Rhône-Alpes à l'époque. Avec Riorges, donc un club du 42. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il y avait sport-études, pôle, il y avait plusieurs niveaux. Il n'y avait que le sport-études. Que le sport-études, c'était la première année, je crois, que ça existait à Lyon. Et aujourd'hui, c'est des pôles, en fait. Ça a changé de nom, c'est rattaché différemment. Et je joue, en fin de compte, contre l'entraîneur du sport-études ce jour-là. Et donc, je me fais repérer comme ça, loin
d'imaginer de pouvoir intégrer un sport-études. C'était pas du tout dans mon Dans tes optique. plans, ouais. Tu jouais pas pour ça, scolaire. tu jouais pour te faire plaisir, pour... Voilà, exactement. Et j'étais surclassée à l'époque parce que on joue jusqu'à 13 ans en fait avec les garçons. On a le droit à une année supplémentaire. Ouais. Et du coup, quand je suis passée chez les filles, je jouais avec des gens qui avaient 30 ans, 25 ans, et alors que j'en avais 16. Donc, on prend une petite maturité là, d'office. Ouais, j'imagine. On apprend à se débrouiller, même si on a les anciennes qui nous aident. On apprend à se débrouiller. Et ma première année de sport-études, quand je rentre, donc je décide de rentrer via ce match-là où j'ai été repérée. Je fais quand même quelques sélections, mais qui n'ont rien à voir avec les jours de sélection. Et je rentre, donc du coup, je me retrouve à Vaux-en-Velin à 17 ans, au sport-études. Et je pense que j'avais pas encore le courage de vraiment être détachée, on va dire, du mode familial. Donc j'étais en internat. Okay. Mais par contre, les week-ends, je jouais encore avec Uriorge jusqu'à, et vous allez comprendre le lien, je me fasse sélectionner ou de moins que je sois retenue pour les sélections U17. Et là, en gros, on me fait comprendre... qu'il faut que je change de club si je veux continuer à évoluer. Donc, je rentre à l'Olympique Lyonnais à ce moment-là. Et tu nous expliques au niveau familial, donc tu viens d'une famille qui n'était pas forcément sportive. Est-ce qu'il y a eu des discussions, parce que c'est quand même un choix familial, de dire, bah voilà, notre fille, elle va partir à 17 ans à Lyon, à Vaux-en-Velin, au centre de formation en sport-études. Et puis après, elle est sélectionnée en équipe de France, et là, il faut prendre des décisions. Est-ce que tu as toujours pris tes décisions seule à ce moment-là ? Ou est-ce qu'il y a eu des discussions avec tes parents, tes frères et sœurs, enfin... Mes frères et sœurs, non, parce qu'ils étaient sportifs. Hein. Ma petite sœur a fait de la gymnastique, mon frère était plutôt dans le VTT, pour le coup, et l'athlétisme. Mais oui, avec mes parents, ils m'ont vraiment posé les questions. Est-ce que c'est ce que tu veux faire ? On peut t'accompagner, on est là pour t'accompagner. Je me souviens des sélections départementales ou régionales. Mon père fermait son garage, m'emmenait à Voiron, même si il aimait pas, il était fier de sa fille. Accompagner sa fille dans son développement. Donc voilà, mais non, c'était pas vraiment un sujet en fait. Ça s'est fait naturellement. Ils m'ont dit si t'as l'opportunité, si c'est ce que tu souhaites, fais-le. Donc non, ils m'ont accompagné. Ouais. Et comment tu as vécu ces premières sélections, l'hymne national, les maillots, enfin c'est quand même, tu vois, pour nous, enfin, on est plusieurs dans la pièce, mais pour nous sportifs, on n'a jamais connu ça, tu vois, de mettre le maillot national, l'hymne, la sélection en équipe de France. Quand on a 17 ans, comment est-ce qu'on prend conscience de ça déjà, ou est-ce que ça fait partie du quotidien parce qu'on a fait les efforts pour ? Comment on vit ça ? Moi, ça m'est tombé un peu dessus par hasard, si je puis dire, parce que c'est vrai qu'on est sélectionné en étant visionné sur des matchs où les sélectionneurs appellent l'entraîneur pour savoir nos capacités, nos résultats, parce que il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux à l'époque. Le foot féminin n'était pas professionnel, c'était amateur. C'est vrai. Même si on pouvait avoir à un certain niveau quelques primes de match, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Et on le faisait pas plus par passion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'aspect financier ne rentrait pas du tout en jeu quand on jouait au football à ce moment-là. C'était pas structuré pareil, les clubs avaient pas les mêmes moyens, le football féminin n'était pas perçu pareil. Mais et d'autant plus à l'époque, les gens qui étaient en équipe de France venaient de Clairefontaine. Il y avait un gros centre de formation à Clairefontaine chez les filles, où il y avait même une équipe, ça s'appelait Clairefontaine, le CNFE, qui jouait dans la division 1. Et au final, je me retrouve la seule lyonnaise à ce moment-là à aller en équipe de France. Ouais. Donc, parce que peut-être qu'aussi les structures à Lyon n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y avait des gens de ma génération faisaient pas partie en fait de la même. Moi, je faisais U17 et ceux qui étaient sélectionnés, ils étaient déjà en U19. Okay. Donc, quand j'ai été appelée, j'étais en U17 et même en U19, je crois la seule lyonnaise. Donc, j'ai pas de collègues de club en fait pour dire vas-y. Donc, j'y vais un peu sans savoir ce que je vais découvrir. Et je me souviens, en plus de ça, j'avais un Stéphane, alors je me souviens plus de son nom de famille, mais Stéphane, le coach des U17 à l'époque, des U19 à l'époque, vraiment, U17, ça m'a moins marqué, parce que j'étais pas titulaire, c'était une première expérience. U19, j'arrive dans la sélection, je suis titulaire, on fait le tournoi de la Manga,
On va en finale, on gagne la finale. Donc, c'est une finale qui est plutôt amicale. C'est un tournoi amical. C'est les pays nordiques, en fait, qui se retrouvent là-bas quand il fait mauvais. Et la France était invitée. On gagne le tournoi et là, forcément, finale, hymne national. Et rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, forcément, mais c'est assez impressionnant du fait qu'en plus de ça, il n'y a personne dans les tribunes. C'est amical, Et là, on a l'hymne national français, la Marseillaise, qui retentit. On chante. Alors, il s'avère qu'heureusement, je la connaissais. On se met quand même un petit peu de pression. C'est clair. Mais non, c'était assez fantastique et on se rend pas vraiment compte sur le moment. En tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte. Tu vis l'instant sans te rendre compte de l'impact que ça peut avoir. À ce moment-là, je suis plutôt dans l'imagerie de mon match en me disant, parce qu'à cette époque, tout ce qui était imagerie mentale commençait. En tout cas, on commençait à nous l'inculquer. Qu'est-ce que tu appelles imagerie mentale ? C'est visionner du positif pour faire du positif. C'est de la prépa mentale ? C'est de la prépa mentale, ouais. La prépa mentale, la pré-programmation, on parle d'imagerie, etc. À 17 ans, on est très jeune. Quand on nous fait faire ça, il faut avoir... une certaine maturité pour comprendre. Aujourd'hui, je comprends mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, on le fait par plus automatisme, en disant on nous a dit de faire ça, on va le faire, mais on ne se rend pas vraiment compte des conséquences ou des atouts positifs. Donc à ce moment-là, j'écoute en fait l'hymne national, la Marseillaise, et je ferme les yeux, mais je m'imagine faire un bon contrôle, parce que les premiers contrôles sont importants, donc ces choses-là. Et aujourd'hui, quand j'entends la Marseillaise, je revois cette première image de quand j'étais là-bas. Tu as ces images-là. Ouais. Donc, c'est plus maintenant, finalement, que je me rends compte la chance que j'ai eue de défendre déjà des couleurs de l'équipe de France et aussi en parlant de ça, en voyant la réaction des gens pour qui ça a pu être un rêve, par exemple, et qui ne l'ont jamais vécu. Moi, j'étais à l'école, j'avais tous mes collègues, tous mes copains qui disaient « Oh, on va être footballeur professionnel ». Et nous, on marquait prof de sport parce que ça n'existait pas, quoi. Donc, c'était... Et quand je les recroise, j'en ai recroisé un récemment, il me dit « Tu te rappelles quand même, nous, on voulait tous être avec nos petites images Panini, là, être sur le devant de la scène, et au final, il n'y en a pas un qui a percé, et c'est toi qui allais. Donc c'était assez rigolo. Et justement, quand on a 17, 19 ans, parce que tu as fait toutes les sélections nationales, dès que tu es rentré en U17, tu as fait U17, U19, U20, également U21, après ça s'appelait A'. A' et A. Et A, j'ai une sélection. Mais est-ce qu'à 17, 19 ans, tu as un plan de carrière, tu te dis, je veux être footballeuse professionnelle, ou est-ce que c'est encore... juste le plaisir de jouer de jouer en club, de gagner des matchs, ou est-ce qu'il y a un plan de carrière qui arrive à un moment donné en disant voilà, maintenant je veux être dans la meilleure équipe de France, tu vois? Est-ce qu'il y a un plan déjà à ce niveau-là, ou c'est juste du plaisir? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas le même plan de carrière que ce que peuvent avoir les filles de 17 ans aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'était amateur. Après, on va dire, on a eu un pseudo profil semi-pro, si on peut appeler ça, où on commençait à avoir des joueuses professionnelles avec des contrats parce que la joueuse travaillait dans le club ou des choses comme ça. Et après, il y avait des contrats jeunes à un moment donné, je me rappelle. Voilà, il y avait des contrats jeunes dans les clubs. On est passé vraiment par différentes étapes. Ça a vraiment pris de l'ampleur lorsque Jean-Michel Aulas a racheté les féminines, qui était le FCL, en mettant beaucoup de moyens, en structurant. En donnant de l'importance, comme il a pu faire avec le club en général. Il a vraiment été précurseur sur le foot féminin, avec aussi Nicolas à Montpellier à l'époque. Mais on ne peut pas dire qu'on a un plan de carrière. On le fait parce qu'on aime jouer, parce que... on commence à avoir aussi quelques primes de match, il ne faut pas se mentir, c'est toujours intéressant quand tu as 17, 18, 19 ans d'avoir certaines primes de match et de moins galérer qu'un étudiant lambda. Mais dans ma tête, je ne me dis pas je vais être joueuse professionnelle. Je me dis... Même en étant en équipe de France, même en étant en équipe de France. Oui. Est-ce qu'il y avait un autre championnat en Europe qui pouvait te faire rêver? À cette époque-là, non. À aucun moment, à cette époque-là, je me dis je vais partir à l'étranger. Déjà parce que je parlais pas anglais. J'étais très, 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 très mauvaise. Il n'y avait pas un championnat anglais qui était plus structuré que la France ne pouvait l'être et qui aurait pu te faire rêver, tu vois?
À la rigueur, il y avait le dream américain, comme on appelle ça, avec les US. Parce que le soccer, c'est vrai que le sport féminin là-bas est beaucoup plus en avance que ce que ça peut être en Europe. Ouais. C'est le sport phare des féminines et des filles là-bas. Donc, mais non, à cette époque-là, non. Et puis les sélections en équipe A, mais à Lyon, vont s'enchaîner. Il va y avoir les premiers titres. Tu as été 3 ou 4 fois championne de France, 3 fois 3 fois. 3 fois. Et là, c'est pareil. Je vais te reposer la même question, mais ça fait quoi, tu vois, de remporter le championnat national avec ton équipe En fait, c'est forcément de la joie parce que je jouais pour gagner et je suis quelqu'un de très compétitrice. Donc, quel poste tu jouais? Défenseur. On dirait pas donc, comme droite, gauche? Ça dépendait les systèmes de jeu, ça dépendait aussi les joueuses alignées. J'étais plutôt polyvalente, moi, sur le terrain et j'aimais changer pour voir la vision des choses sur différents angles et pouvoir continuer à progresser. Et je me suis même retrouvée beaucoup à gauche parce que personne souhaitait jouer avec le pied gauche et moi, ça ne me dérangeait pas. Je ne dis pas que j'étais aussi forte que sur le pied droit, hein, loin de là, mais en tout cas, ça ne me dérangeait pas et je trouvais un intérêt... on va dire une porte d'entrée aussi pour être titulaire et je me suis dit vas-y il y a la place donc il faut y aller mais non c'est plus maintenant sur le coup c'est vrai qu'on exprime de la joie mais je m'en rendais pas vraiment compte. Après moi je suis un profil je suis pas du genre à regarder le foot ou à idolâtrer des personnes à la télé ou même des joueurs. Aujourd'hui, les petites, elles peuvent dire moi, je vais être une Eugénie Le Sommer, je vais être une Wendy Renard, une Melchi Dumornay actuellement, ou d'autres joueuses à l'international. Mais moi, j'avais pas cette envie de ressembler ou de dire il me fait rêver ou elle me fait rêver. Tu jouais ton jeu, tu te faisais plaisir. Voilà, c'était vraiment ça. Et du coup... je pense que je percevais pas réellement l'impact que ça pouvait avoir ce que je vivais ou ce que je gagnais. Et c'est maintenant, c'est plusieurs fois que tu le dis, hein, c'est maintenant que tu te rends compte de ce que tu as vécu en tant que femme, en tant que sportive, les émotions, les instants que beaucoup rêvent de vivre. En fait, c'est ça le truc. Vous savez, c'est toujours quand on perd les choses qu'on se rend compte finalement. On est concentré aussi. C'est vrai qu'on est focus quand on est sportif, on s'entraîne pour ça. Donc ça peut paraître normal qu'il y ait des résultats parce que on s'est entraîné pour. Et parfois, c'est vrai que c'est souvent après, quand on se retourne et qu'on n'a plus ces émotions-là, en tout cas, qu'on se dit, putain, c'était quand même... Ou en regardant des fois des matchs de joueuses que je côtoie et que je connais encore, en me disant, waouh, si aujourd'hui, ma fin de carrière n'aurait pas été... je vais pas spoiler, hein, mais ce qu'elle a été je me dis, j'aurais potentiellement pu vivre ça. Et là, je me rends compte que finalement, d'avoir gagné des titres, d'avoir fait 3 championnats de France, d'avoir T'étais à haut niveau. été vice-championne d'Europe, ou même au Danemark, parce que je suis partie en Suisse après l'Olympique Lyonnais pendant 4 mois, je crois, pour faire une transition. Là, les contrats, c'était pas pro, c'était autre chose à Bâle. Bon, le jeu et la culture, ça ne m'a pas plu, entre guillemets. En tout cas, ça me convenait pas. Et j'ai eu l'opportunité de partir au Danemark, où je retrouvais le championnat d'Europe, le championnat danois, donc la Danish League. Et là, je perds en finale la coupe et on perd au play-off, on finit 2e, alors qu'on est premier pendant tout le championnat. Et découvrir aussi un autre football, côtoyer beaucoup plus... Il y a les playoffs, ça va, c'est intéressant, ça. C'est vrai que c'est intéressant. C'est différent par rapport à la saisonnalité. Moins de clubs peut-être ou pas du tout? Non, par rapport à la météo. Ouais. Ah ouais, parce qu'il fait très très froid l'hiver. Ah bah oui, tu peux pas jouer, c'est pas donc les terrains sont glacés. Pour la petite anecdote, j'arrive le 3 janvier, je crois, au Danemark. Il fait moins 20. Il fait pas moins 20. Donc moi, je jouais au Fortuna Hjørring, donc tout en haut, à côté Aalborg pour prononcer en français. Oui. Mais il fait froid. Ah ouais, c'est sûr. Il fait très froid, un ressenti -5, -10, avec beaucoup de vent. Et en fait, j'arrive, il y a une couche de neige et dessous, il y a du verglas. Donc, premier entraînement, tu te rends compte très rapidement qu'il va falloir jouer en une touche de balle si tu veux garder tes appuis. Et donc,
moi, je m'attendais à être sous un préau Bah avec oui, du c'est ce que j'allais dire, vous jouez synthétique. quand même. Et en fait, non, on est dehors. Ils ont enlevé un minimum de Ouais, ils neige grattent qu'ils un peu. pouvaient. Ouais. Et Et au tu joues comme final, ça. tu joues comme ça. Ouais, c'est endurci, Et je donc, pense. Ouais. du coup, la saison va de mi-juillet à Ok, donc vous jouez. Ok. novembre, mi-novembre, fin novembre. Après, il y a une grosse trêve pendant 3-4 mois où là, on part faire des tournois à l'international, notamment ce tournoi Oui, à la, oui. à- Donc tu à la parlais tout à l'heure. manga. On part en Suisse, on va faire en Suisse n'importe quoi, en Turquie. On Vous part allez faire chercher le soleil. Vous des allez tournois chercher- même en salle, en Allemagne. On va chercher le soleil. On fait quelques matchs amicaux en Norvège et en Suède. Parce que, donc, par rapport à la situation du club, on était à 2 heures de ferry de Göteborg en Suède et de Oslo en Norvège. Donc ça permet de côtoyer aussi du football autre que le football français, donc avec des tactiques et des physiques Ouais, des aussi stratégies, différents. oui, c'est vrai. Donc ouais, c'est quand même. Tu as c'est aimé quand même là-bas top. la vie danoise, la culture Oui, après j'y serais pas Combien de restée. temps tu es resté? J'y suis restée 1 an. Ok. Ouais. J'y suis restée 1 an. Je me serais pas vue faire ma vie là-bas. Pour différentes raisons, même si c'est un très beau pays avec une culture et une mentalité qui m'ont beaucoup apporté. Il faut savoir que moi, quand je jouais à Lyon, j'étais assez fermée, pas très sociable. Concentré. Ouais, Concentré. voilà. On va dire Sur que ta carrière. j'étais pas très avenante. On venait pas vraiment me parler après un match. Et pas du tout à l'aise avec tout ce qui est médias, d'ailleurs. Les journalistes. Je fuyais au possible et j'y allais Alors que vraiment quand on me c'est disait Coralie, il faut que tu y ailles, quoi. C'est alors que c'est une activité, on va en parler après, mais Exactement, ouais, c'est qui incroyable, est ça. venue après. Ah ouais. Et en fait, à ce moment-là, je pars au Danemark. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas danois. Et personne ne parle français. Donc, je me retrouve pas comme si j'étais au milieu d'une forêt Ouais, avec c'est un zéro beau challenge. carte. Ah ouais, c'est un beau challenge. Rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi je me retrouve à l'étranger? Parce que je me retrouvais en fait dans la mentalité et les valeurs des joueuses étrangères qui étaient venues en France, notamment Lotta Schelling, avec qui j'ai énormément parlé pour avoir joué avec elle au moment de ma décision. Et elle me dit, Coralie, il faut que tu ailles là-bas, ça va te correspondre, tu vas te plaire, etc. Je vous cache pas que quand je suis arrivée, que je comprenais rien, que la seule phrase que je disais, Ouais, c'était parce qu'en I plus, need c'est a une demonstration, langue, please. Ouais, c'est quand même une langue en plus. C'était long, hein. Ouais. C'était long, mais pareil, vraiment une autre mentalité. La mentalité danoise où les gens vont vous aider, Ouais. vont essayer de vous comprendre, même si on sent quand même que c'est pas normal pour eux qu'on parle pas anglais en France et que ça soit pas, du moins qu'on ne comprenne pas. Ouais. Ouais, qu'on c'est le vrai parle qu'ils sont pas, quasiment c'est- bilingues. Hein. c'est Enfin, ça. ils écoutent Bah, toutes les séries sont en anglais. Oui, depuis tout petit, hein, ouais, tout depuis est tout traduit. petit, ouais. Rares les films sont en VO ou Ouais, sont c'est vrai. traduits, Ouais. donc. Et alors, est-ce que est-ce que c'est le important. lien parce que le Danemark, c'est quand même un des pays du vélo. Est-ce que c'est là que ça commence pour toi l'aventure avec le vélo ou pas du tout? Alors, le vélo, à la base, j'en ai eu fait, du moins sur du home trainer, pour s'échauffer ou parce Ouais. que j'ai été blessée. Ouais. Donc, pour moi, le vélo, ça faisait mal aux fesses. Ouais, mais C'était c'était chiant. c'était en cas de blessure. C'était pour. Voilà, c'était de la rééducation. de la rééduc, C'était synonyme de blessures et de choses pas forcément positives Ok. dans ma vie. Je me suis pété les 2 genoux. J'ai eu rupture des ligaments croisés une première fois à 21 ans. Je l'ai en fin de carrière. Quand je me mets sur le vélo, c'est parce qu'on est blessé, c'est parce qu'on doit faire de la prévention également, parce qu'on peut être fatigué. Mais voilà, c'est dans un couloir, sortie de vestiaire, sur un home trainer, pendant 10 minutes. C'est pas très attractif. Donc, est-ce que c'est au Danemark que le vélo en extérieur Et alors, arrive dans ta vie? au Danemark, je négocie mon contrat avec un agent à l'époque. Donc, première fois que j'avais un agent, parce que je parlais pas anglais, forcément. Et là, il me dit, tu auras un vélo de fonction. Non, mais attends, moi j'ai une voiture de fonction. Non, mais là-bas, c'est un vélo. Donc voilà, les Danoises étaient en voiture de fonction pour le coup, parce qu'elles allaient en études à 1 heure, donc à Aalborg. Et nous, on nous dit, j'habitais en coloc avec une Américaine, parce qu'on nous demandait si on voulait être seul dans une Appart, maison ou ouais. un appart, ou si on voulait être en coloc. Moi, j'ai choisi d'être en coloc pour apprendre l'anglais, Ouais, justement. ouais. Je me suis dit, ça allait être plus facile si Bon je suis choix, immergée. ouais. Et donc, on nous dit, vous allez avoir un vélo de fonction. Vélo de compète, hein, par contre, attention.
Par contre, rétropédalage, en France, on n'a pas ça. Non, donc exact. Déjà, rétropédalage, neige, parce que j'arrive au mois de janvier avec, Et ça roule quand même. avec de la neige. Ouais, on a des pneus cloutés. Donc, le changement mais radical. Et là, forcément, habitude de ne pas avoir le rétropédalage. Donc, je tombe. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, ça dérape. Parce que dans les virages, donc voilà, plein de petites anecdotes comme ça. Et je vais tous les jours à l'entraînement en vélo. Avec du vent de face, qu'aujourd'hui, j'irai faire du vélo. Je me dis, vas-y, il faut que je sois juste ici. Il faut que j'aille dans le bon sens pour avoir le moins de vent de face possible. Donc c'est assez rigolo et puis ouais, partout où j'allais, c'est pas une légende en fait, c'est vraiment un pays où c'est un mode de transport. Ouais. C'est très agréable. C'est agréable pourquoi ? Parce que les infrastructures sont faites pour que les gens pratiquent. Alors oui, et puis en plus de ça, je préférais pédaler en rentrant chez moi que sur un home trainer à la fin de la séance ou en début de séance. Je sais ce que tu veux dire. Donc je commençais, je pense, à concevoir le vélo autre que... Un peu comme je l'avais connu finalement quand j'étais gosse pour aller à l'école, pour aller voir les copains, en mode de déplacement, mais fun, mais aussi utilitaire. Donc c'était plutôt agréable, quoi. Même si quand même, je vous rassure, on avait une voiture pour aller visiter le pays. On va revenir sur le vélo un peu plus tard. Je veux juste un tout petit peu rembobiner l'histoire, parce que là, on a accéléré sur le Danemark. On a parlé des championnats, mais j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur la finale. Alors, elle est perdue. Elle est perdue, mais c'est quand même une finale de Champions League. Comment on vit ça ? On le vit d'autant... Rappelle-nous l'année. C'était quelle année ? C'était 2010. C'est la première finale de l'Olympique Lyonnais qu'on perd contre Potsdam à Madrid. Donc, on joue à Retafe à l'époque. Je la vis difficilement parce que je suis dans les tribunes. T'es dans les tribunes ? Ouais, je suis dans les tribunes. J'ai fait 4-5 matchs. Mais c'est quoi, blessure ou c'est non-sélection ? Non, choix tactique. Et comment tu vis ? Forcément, pas très bien, mais il ne faut pas le montrer pour l'équipe. Ouais. Donc, même si on est dans les vestiaires et tout, mais au moment où les joueuses sortent, on va dans les tribunes. Donc, un peu déçu de ça, forcément. Mais par contre, et puis on est complètement démunis, on peut rien faire. C'est comme être remplaçant, être sur le banc et pas avoir les billes pour apporter ce qu'on peut apporter. Après, ça reste un beau... Belle expérience. Ouais, puis un beau souvenir, parce que c'est la première fois où j'avais vraiment ma famille qui m'accompagnait sur un match. Leur donner l'opportunité aussi de voyager, pour le coup, ma maman qui prend l'avion alors qu'elle a horreur de ça, qu'elle a peur. Donc ça a été toute une histoire pour lui dire, j'avais même peur à l'époque, lui dire, est-ce que tu veux venir ? Alors par contre, c'est en avion. Donc toutes ces choses-là. Donc c'était marrant. Et j'en garde un très bon souvenir, parce que même si on a perdu, Jean-Michel Aulas à l'époque affrète un avion pour qu'on soit accompagné, pour qu'on vienne nous soutenir. Il y a toute une organisation autour pour autant les gens qui sont venus pour l'après-match, même si on a perdu. On a vraiment organisé les choses autour de vous. On sent pour moi, c'est même un tremplin qui a fait qu'aujourd'hui, ça a pu fonctionner aussi à l'Olympique Lyonnais, ou même que le foot féminin évolue dans sa globalité. On commençait à découvrir en fait ce qu'était le professionnalisme. On était vraiment gérés comme les garçons, avec les mêmes infrastructures, les mêmes moyens, le même budget, non. Mais je veux dire, ça aurait été des garçons, ils seraient allés en vol privé, on aurait mis les mêmes choses en place. Donc c'était quand même agréable. Mais ce que tu décris ressemble à ce qu'on vit dans le cyclisme chez les filles également. Ça fait quelques années seulement que les équipes masculines ont une équipe féminine. Quasiment toutes aujourd'hui, les équipes qui étaient avant uniquement masculines ont une équipe féminine. Avec le même matériel, les mêmes vélos, de chrono notamment, parce que c'est vrai que c'est des gros investissements, les vélos de chrono, et parfois tu voyais la différence chez les hommes et chez les femmes, mais maintenant dans les équipes, elles ont le même matériel. Les stages d'avant-saison se font ensemble parfois, et je trouve ça effectivement... c'est très bien. Et puis tu vois bien les audiences aujourd'hui sur le Tour de France Femmes, ça suit, c'est des millions de téléspectateurs, donc ça, ce que tu décris ressemble exactement à comment ça s'est structuré il y a quelques années en France, au niveau mondial, au niveau du vélo.
Cette finale, quand tu commentes aujourd'hui, est-ce que tu repenses à ces moments-là? Parce que tout à l'heure, tu disais, c'est quand tu as l'hymne national, j'ai mon premier hymne en tête. Est-ce que quand tu commentes un match avec une grosse intensité ou une grosse pression ou un enjeu important, est-ce que tu repenses à ces moments-là ou pas? Alors aujourd'hui, ça m'arrive moins souvent, parce que je commande plus les matchs de Champions League, mais seulement ceux de l'Arkema Première Ligue. Mais oui, sur tous les gros matchs, même quand je les regarde à la télé, s'il y a un enjeu et si c'est une finale et qu'il y a l'équipe de France, j'ai toujours cette image et je pense que pendant la Marseillaise, tout le monde peut me parler, tout le monde peut me parler, je vais pas répondre en fait. Je suis dans ma bulle, quoi. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde. Je me repasse, mais pas avec nostalgie. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je ne regrette pas de plus l'avoir. Mais c'est quelque chose qui fait partie de toi, que tu as vécu. Qui me donne beaucoup de légèreté, beaucoup de plaisir et qui peuvent, si par exemple je traverse quelque chose de compliqué, va me redonner le sourire et va me faire du bien. Donc c'est ça qui est vraiment agréable et c'est pour ça aussi que je pense que c'est des choses extraordinaires à vivre. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ça forge aussi, hein, le sport donne des valeurs et font la personne que je suis aujourd'hui. Donc pour moi c'est une école, hein, le sport, et ça m'a vraiment m'aidé à me construire sur pas mal de choses. Et comment, toi qui fuyais les médias, tu l'as dit tout à l'heure, comment tu arrives derrière le micro? Et ben donc comment tu deviens la voix qui commente les matchs maintenant? C'était assez perturbant pour moi, du coup, les premières fois, parce que... On est venu te chercher ou c'est on vient me chercher. Qui, en fait, je finis ma carrière, du coup, en me blessant au Danemark. Donc le genou, c'est ça? Grosse permutation au niveau des entraîneurs en septembre, pardon. En juillet, en septembre, je me blesse. Le coach ne parle pas anglais et ne parle pas français, donc parle tout en danois. Donc moi, il faut que à cette époque-là, parce que quand j'arrive au Danemark, j'apprends l'anglais pendant 3 mois pour comprendre le minimum de choses. Et après, on n'est pas obligé, mais pour s'intégrer, il faut apprendre le danois. Donc on retourne je suis allée à l'école danoise, etc. Donc je commence à comprendre le danois et à parler anglais. Et ce moment-là, en fait, j'ai un changement d'entraîneur. Et je me retrouve avec un entraîneur qui parle que danois. Ouais. Et allez, on repart de zéro et on y retourne. Donc, pas machine arrière, mais voilà, compliqué. Et donc, à ce moment-là, je suis pas titulaire. Et je dois reprouver tout ce que j'ai prouvé, en fait, pendant 6 mois. Et je rentre sur le terrain, je joue 7 minutes avec le numéro 7 à 17h07. Donc, le 7, c'est... compliqué un peu, le numéro 7, mais bon, c'est pas grave. Il faut faire abstraction et je me blesse sur un retournement. J'ai mon pied qui reste bloqué, mon genou tourne, luxation de la rotule, et en fait, ma rotule sort et se remet en place. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf qu'en se remettant en place, elle me rupture du ligament externe, entorse de l'interne, les ménisques fissurés et contusion rotulienne. À ce moment-là, je sais pas que j'ai tout ça, hein, bien évidemment. Oui. Par contre, je tombe par terre, je peux pas me relever. J'ai mon genou qui tient plus du tout. Le point positif, c'est que ma dernière touche de balle, c'est une passe D. Donc ça, c'est pas mal. Ça restera. Voilà. Mais à ce moment-là, je sais que j'ai une rupture et que voilà, ma saison est finie. Donc ça, les médecins ne me disent pas que j'ai les croisés tout de suite, ne veulent pas faire les examens pour. Donc c'est là aussi où on voit la différence entre ce que j'ai pu connaître à l'Olympique Lyonnais et à un club qui est très très bien, hein, qui est très bien structuré actuellement, mais qui manquait aussi de structure professionnelle. Et on voyait qu'on n'était pas dans le monde du foot masculin, ou du moins dans cette lignée-là. Et je décide de revenir en France. Je décide de revenir en France, donc je me blesse et c'est très très compliqué pour moi. Et au moment où je reviens en France... Tu décides de revenir en France pour te faire soigner et d'être suivi? Pour me faire soigner, ouais. Si vous voulez, on me diagnostique la rupture du croisé au moment où le médecin me dit voilà, j'ai les résultats, parce que 2 semaines après, j'arrive quand même à avoir un IRM. Et ça ne m'avait pas mis en confiance, parce que moi, je savais que j'avais les croisés au minima. Je le savais. Parce que tu les avais déjà eus sur l'autre genou? Sur l'autre genou, ouais. Donc 5 ans après, j'ai eu la rupture sur le gauche. Je sens que c'est pas la même chose.
Du moins, mon genou est très douloureux alors que je n'avais pas eu de douleur sur la première rupture. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas... Et après, c'est vrai que quand tu es à haut niveau comme ça, tu as une relation avec ton corps qui est différente. C'est-à-dire que tu es quand même vachement à l'écoute de ton corps, tu sais ce qui va pas. Et là, tu avais bien senti qu'il y avait un écart entre ta blessure précédente. C'est ça. Et je savais à l'avance que j'avais un déséquilibre au niveau du quad et du quadriceps et de l'ischio-jambier, où mon ratio était pas bon. Donc, je me dis, c'est bon, c'est sûr, rupture. Et en fait, le médecin m'appelle, me dit oui, Coralie, bon, bah, t'avais raison. Il me dit, mais pas que. Et là, il me dit oui, pour t'expliquer, viens au club. Donc, il me sort comme en SVT, là, en bio, un petit truc articulaire. Et là, il me dit donc, t'as cassé ça, et je tombe dans les pommes. Et donc, à ce moment-là, je dis ok. Pour toi, c'est signe de... C'est quoi à ce moment-là? Tu fais un malaise parce que c'est quoi? C'est signe de fin de carrière? C'est signe de... Ça va être long pour revenir? C'est signe que c'est pas la même chose que j'ai vécu. Donc, je repars dans quelque chose que je connais pas, où il va me falloir de la force, du temps. À ce moment-là, je me dis, oui, je vais revenir, etc. Mais je pense que j'avais pas conscience de ce qui m'attendait réellement. Et donc, je décide de rentrer me faire soigner en France parce que je voulais comprendre. J'aurais eu, je pense, que les croisés. Je me faisais opérer là-bas. Je connaissais, donc j'avais un repère. Là, j'avais pas de repère sur ce qui m'attendait, du moins pas à 100%. Donc, je voulais être proche de ma famille, proche de mes amis. Ouais, tu voulais retrouver tes repères pour te reconstruire des repères, sur ça. Donc, je rentre en France. Bon, là, c'est la descente aux enfers, je vous le cache pas. Je me fais opérer, ça se passe bien. Le chirurgien me dit... on a fait ce qu'on a voulu et pas seulement ce qu'on a pu, donc ce qui est très positif, sauf que j'ai un genou énorme. Et là, je me rends compte que je vais pas vivre la même chose que la première opération, que ça va être beaucoup plus compliqué. Et je rentre dans une phase où il y a des complications administratives du fait que je joue à l'étranger, que le statut n'est pas reconnu, que c'est pas structuré pour être accompagné dans ce sens-là. Bref, je vous passe le détail, mais c'est très, très compliqué. Ouais. Et je commence à faire 6 mois après, je commence à faire une algodystrophie. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. Donc, c'est une réaction que les médecins n'arrivent pas à déterminer l'origine, mais qui est extrêmement pénalisant parce que tu retrouves plus ta mobilité comme elle était. Exactement. Ouais. On commence à développer de l'arthrose, les cartilages s'abîment. Ah ouais, là, c'est compliqué là. Moi, j'ai toujours un genou comme ça. Bref, je retourne habiter chez mes parents parce que vu que je reviens de l'étranger, j'ai plus de points fixes. Donc, beaucoup de choses qui changent. Et très, très compliqué. Je devais repartir en Australie parce que c'était des contrats de 6 mois et que au final, les médecins me disent « Écoute, Coralie, ça va être compliqué. Il va falloir choisir. Est-ce que tu veux arrêter? Qu'est-ce que tu privilégies ?» Et donc là, je privilégie ma santé. T'es en béquille? Je suis en fauteuil roulant. Je suis en fauteuil roulant pendant, je dirais, de fin septembre à début décembre presque. Ou même début janvier, j'ai plus trop de... Il y a des fois, j'ai des pertes de mémoire, mais... Ouais, des fois, le cerveau sélectionne. J'avais très, très mal, en fait. C'était une douleur... Et on te dit quoi à ce moment-là? On te dit que t'inquiète pas, c'est passager, ça va revenir, tu vas recourir? On me dit clairement que... On sait pas. On sait pas si je pourrais recourir. Bon, et t'es comment? Pas bien. Bon, oui, mais... pas bien, mais t'es entouré, t'as des... Je sais pas, les joueuses avec qui tu jouais avant, t'es entouré de... On vient me voir à l'hôpital, donc les joueuses viennent me voir. Voilà, je suis entourée par la famille, par mes proches, par ma petite sœur, mon frère, mes amis aussi, mais... difficile. C'est difficile parce que personne d'autre que soi-même, en fait, peut faire quelque chose. Il faut que le déclic vienne de soi. Tellement... Et puis les médecins vous disent, ils ne savent pas. On ne sait pas. On sait pas. Donc, c'est pas comme si on vous diagnostique quelque chose et qu'on vous dit, voilà, les solutions pour réparer ça. C'est comme un plan quand on va faire un circuit à vélo. Pour y arriver, vous allez vous arrêter là, vous allez avoir un ravito ici. Il faut être bien positionné sur le vélo, bien s'hydrater, bien manger. On vous donne une structure. Là, l'algodystrophie, en gros, on vous dit c'est dans votre tête et il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose, pouvez faire quelque chose. Ouais, c'est dur ça. Donc c'est très dur. Et en plus de ça, c'est douloureux. C'est-à-dire que la douleur empêche de se remuscler. Donc, il faut savoir s'écouter. Alors, le point positif, c'est que j'ai beaucoup appris à m'écouter et ça m'a servi énormément, d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire du vélo.
Mais ça a été très, très dur. Et oui, aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'ai été dans... J'ai pas été dépressif, mais j'ai fait une dépression. Alors, c'est bizarre de dire comme ça, pas dépressif, mais fait une dépression. Mais pendant 3-5 ans, tant que j'avais pas retrouvé un équilibre de vie... ça peut être compréhensible quand tu vois la carrière que tu as eue et d'un seul coup cette blessure, algodystrophie, pour ceux qui nous écoutent et qui savent ce que c'est. Moi, j'ai un proche qui a eu une algodystrophie au niveau du poignet. C'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire, puis t'as tellement une injustice parce que tu sais pas comment ça se déclenche. Les médecins ne sont incapables de te dire pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre. C'est la fatalité qui arrive et là, tu es obligé de subir ça. Et est-ce que le vélo arrive à ce moment-là? Est-ce que le vélo, arrive en rééducation? Et puis après, tu te dis, tiens, je vais sortir, tu prends l'air, tu prends goût. Pas vraiment. Pas encore. Le vélo, certes, en rééducation, oui, parce que... Toujours dans un cadre de rééducation à ce moment-là? Toujours dans un cadre de rééducation. Au bout de 6 mois, j'en peux plus de faire 20 minutes de vélo sur un home trainer. Je vais pas en faire à l'extérieur. Combien de séances de kiné par semaine? Tous les jours? Tous les jours. Ouais, pour retrouver la mobilité. J'en rigolais parce qu'on me disait, tu fais quoi? Je dis, j'ai un mi-temps kiné. Ouais. Rééducation. Ouais, ça prend du temps, la rééducation. Hein. Quand on est blessé, qu'on fait de la rééduque, on se dit, mais ça prend plus de temps parfois que l'entraînement. J'ai pris vraiment 1 an. Après, le vélo a toujours fait partie plus ou moins de ma vie, mais à différents formats, en fait, avec un format différent. Mais à ce moment-là, il est toujours en mode rééducation et j'ai qu'une hâte, moi, c'est de recourir. C'est de lâcher le vélo. Le vélo, pour moi, c'est les premières bases de ta rééduque. Et j'ai envie de recourir. Combien de temps? J'ai recouru... Les premières foulées, combien de temps après? Alors, normalement, c'est 3 mois. Moi, je crois que j'ai mis 9. 9 mois, à peu près. Parce que j'ai fait 4 mois de fauteuil. Après, il y a les béquilles. Il y a le fait de faire dégonfler le genou pour pouvoir avoir de la fluidité et de la mobilité. Et ensuite bien 9 mois, sachant qu'avec l'algo, ça a repoussé. Donc, j'ai eu des phases où j'ai pu courir. Il y a eu d'autres phases où dès que ça... c'est de l'inflammation. Ça se traduit par des zones inflammatoires permanentes. C'est-à-dire, vous dormez, votre genou, il va s'inflammer. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Vous allez avoir mal et vous ne pouvez rien faire. Donc c'est délicat. Mais le vélo me faisait, quand même, je sentais que le vélo me faisait du bien. Que quand je pédalais, ça permettait, parce que c'est un sport porté, le vélo, et c'est tout l'intérêt. Donc vous n'avez pas l'impact au sol qui peut contraindre tout ce qui est articulaire et qui peut abîmer les cartilages ou les os ou les ligaments parce que ça va frotter ou des choses comme ça. Mais je le prends pas comme encore un plaisir, comme je peux le vivre aujourd'hui. Et là, c'est vraiment la décision où je dis, voilà, j'arrête ma carrière, je communique pas dessus. Ça va être ma question, justement. Est-ce que 9 mois après, quand tu refais tes premières foulées, là, tu te dis, finalement, là, ça va être compliqué, fin de carrière? Ou est-ce que c'est déjà avant où tu t'es dit, Je m'étais donné 1 an, en fait. J'avais 1 an de... Voilà, je m'étais dit, je me donne 1 an, et en 1 an, si j'arrive à revenir, sachant que j'avais quand même des avis médicaux qui n'était pas super positif. On m'avait dit, Coralie, si tu peux recourir, ça sera déjà bien, mais ça sera peut-être qu'en courant avec tes neveux et nièces ou avec tes amis ou des choses comme ça. Et typiquement, si tu prends le risque de revenir à haut niveau, j'avais quel âge? J'avais 26 ans à l'époque. Et on me disait, à 35, tu as une prothèse. Donc 35 ans, aujourd'hui j'en ai 40, ça voudrait dire que ça ferait 5 ans que j'ai une prothèse. Aujourd'hui, j'ai pas de prothèse. Je joue au foot, je cours, je fais du vélo. Tu fais du sport. Je fais du sport. Pas autant, on va dire. Mais je me fais plaisir et je peux pas vivre sans sport. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mon équilibre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas de regret d'avoir arrêté, même si, forcément, quand je repense à certaines choses et quand je vois l'évolution, j'aurais aimé arrêter différemment. Ah ouais. Et on vient de chercher pour être derrière le micro. Suite à cette blessure. C'était la question, effectivement. Suite à cette blessure, en fait, je reviens en France, donc du coup, et l'Olympique Lyonnais joue contre OB, donc le club de Copenhague, en Champions League. Je ne sais plus à quel stade, je m'en rappelle plus, mais je connaissais finalement les deux équipes. Oui. Et donc Olivier Tolakides, qui était à OL Play, à OL TV, même à l'époque, ça s'appelait OL TV, me dit, Coralie, viens commenter avec moi, tu connais les deux joueuses, toutes les joueuses, etc. Je lui dis, t'es sûr, Olivier?
Il me dit oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Puis c'est pas diffusé comme ça l'est actuellement, donc potentiellement il n'y avait pas grand monde qui regardait. Donc si je me trompais, c'était pas très grave. Ouais. Et donc je commence à commenter, pas une finale, mais un match à Gerland à l'époque de l'OL qui joue contre OB. Et je prends plaisir. Mine de rien, je prends plaisir. Est-ce que tu redécouvres, non, on va pas dire ça, mais est-ce que tu vois ton sport différemment quand tu commentes ? Même aujourd'hui, je veux dire, est-ce que tu as un regard sur ta carrière et tu te dis, mais ça, je l'avais pas vu de cette manière, de par la position que tu as aujourd'hui ? Je me suis rendu compte que peut-être j'aurais dû regarder plus de matchs à la télé pour être plus performante sur certaines choses. Mais ce qui m'importait en tout cas à ce moment-là, c'est de continuer à garder un pied dans le sport où j'avais mes repères, en fait, et notamment dans le football. Et l'expérience. Pour garder un équilibre, justement. Et au fur et à mesure, je me souviens après ce match-là, je lui dis, écoute, si tu as d'autres matchs, je veux bien. Ouais. C'est cool ça. Donc c'est une bonne expérience. Ça a été un petit tremplin, je pense, pour justement... Et est-ce que quelque part, ça a été aussi l'acceptation de dire, ma carrière est derrière moi ? Tu vois, le fait de passer derrière le micro, d'avoir toujours cette continuité, ce fil conducteur avec ton sport, mais de plus être l'acteur, enfin, tu commentes, enfin, tu fais partie de l'expérience des téléspectateurs, mais est-ce que ça a été, je ne veux pas dire plus facile non plus, parce que c'est forcément douloureux, mais est-ce que ça t'a aidé à accepter le fait que ta carrière était derrière toi suite à cette blessure ? Ça m'a aidé à faire une transition douce, on va dire. Même si aujourd'hui, je commente encore. Donc, bien sûr, j'ai pas fini cette transition. Non, je plaisante, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est important. En tout cas, encore aujourd'hui, d'avoir la possibilité de côtoyer encore ce milieu-là. Il a changé, il a évolué. Il a carrément évolué. Et vraiment, heureusement, pour la France et pour le football féminin. Même le football européen, l'OL est un club majeur avec 9 types de champions d'Europe, si j'espère ne pas me tromper. Donc voilà, c'est... Et mine de rien, j'ai participé à ça. C'est ce que j'allais dire, tu as participé à ça. Ouais. Donc même si j'ai eu une carrière qui s'est finie prématurément, j'ai eu quand même l'occasion de voir ces évolutions sous un autre angle et d'apporter et de partager. Aujourd'hui, je dirais que je suis plus dans ce besoin de partage et de transmission que vraiment d'acceptation, même si forcément, je pense qu'en arrêtant comme j'ai dû arrêter, je suis pas sûre d'accepter vraiment cet arrêt un jour. Oui, en tout cas, j'apprends à vivre avec. Ça va laisser de l'amertume, voilà. C'est logique. J'apprends vu ce que tu nous décris, c'est totalement logique. Et alors, tu es basé sur Lyon. À quel moment le vélo arrive Enfin, quand je dis le vélo, c'est les sorties, parce qu'il y a eu ce projet où tu vas faire le tour du Danemark à vélo avec une amie. Je sais que tu fais tu as déjà fait plusieurs fois le Ventoux. Donc, explique-nous le vélo aujourd'hui, comment il est arrivé dans ta vie ? Parce que je sais aussi que tu roules pour des associations. Effectivement. Et comment tu l'utilises dans ton quotidien ? Comment il arrive dans ma vie ? Il arrive par hasard. Parce que ça va parler aux cyclistes, en tout cas ceux qui sont fervents du Tour de France, notamment il y a quelques années. Je travaille chez Mapei. Ah oui, chez effectivement. Bah oui. Donc je rentre, donc reconversion obligée. À la base, je suis coach sportif, donc je me retrouve en fin de carrière à plus pouvoir jouer au foot, à plus pouvoir démontrer un squat. Donc là, je me dis ça va être compliqué. Ah ouais. Donc j'ai la chance d'avoir un directeur général qui recherche des profils comme le mien, que j'ai rencontré lorsque j'ai travaillé pour Lagardère à l'OL, et qui me dit, voilà, à la fin de ton contrat, moi je veux te proposer quelque chose, et qui me permet de rebondir professionnellement. Et au bout de quelques mois, pour me récompenser, cette personne-là n'a rien trouvé d'autre que de m'emmener sur une étape du Giro, en Italie. Et d'ailleurs, la veille, magnifique. J'étais à la finale de Coupe d'Europe en train de commenter à Kiev. Okay. Donc je rentre à 3h du mat'. Je n'ai pas dormi de la nuit. À 6h, j'avais rendez-vous pour partir vers Turin. Je ne sais plus quelle étape, parce que moi, tout ce qui m'importait, c'est d'arriver à pédaler et de suivre les personnes avec qui j'étais. Ah, mais en plus, tu es sur le vélo, c'est-à-dire que tu vélo. Ah ouais, il me dit, je vais te récompenser, viens avec nous, on emmène des clients, viens avec nous. Je dis, ok. Donc j'arrive, j'ai pas de vélo, bien évidemment. Donc on me trouve un vélo, j'ai pas de chaussures automatiques, j'ai pas de casque.
La tenue, une tenue Mapei qu'on me donne, j'ai pas de coupe-vent, j'ai pas de bidon, j'ai vraiment rien du tout. Je suis équipée, mais vraiment de A à Z. Et donc là, la petite anecdote, c'est qu'on me fait monter sur le vélo. J'ai un mec qui me parle en italien. Je comprends ce qu'il me dit, sauf qu'avec la fatigue et tout, je n'arrive pas à répondre. Et j'oublie que j'ai les pieds attachés. Normal. Première donc chute, je tombe. Au premier feu, bien évidemment. Je tombe, je me fais pas mal. Donc toutes les personnes qui nous regardent sur le podcast, ce sont celles qui ont vécu cette expérience. N'hésitez pas à commenter. On la comprend, mais... Voilà, donc ça. Et là, je me retrouve donc avec des clients qui potentiellement font du vélo tous les jours, qui la plupart c'est des triathlètes. Donc j'ai un niveau vraiment autre. Et j'ai mon directeur général à cette époque qui regarde une certaine personne, vous allez comprendre pourquoi je dis pas le nom encore, qui lui dit en italien mais t'inquiète pas, ça va le faire, c'est une ancienne sportive de haut niveau. Ok, d'accord. Cette personne-là m'aide pendant 20 minutes à une seule main dans un col parce que donc, j'imagine que c'est un ancien champion. Voilà. Mais est-ce que toi tu savais que c'est... Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'à cette époque-là, je ne suis pas du tout le cycliste. Et le vélo, pour moi, à cette époque-là, quand il me dit c'est une récompense, moi je le vis comme une punition. Pas du tout comme une récompense. Mais je me dis, allez, pourquoi pas. C'est dans l'ADN de la boîte. C'est du sport. Tu vas aller faire une journée à travailler à faire du sport. Moi, ça m'allait. Et d'ailleurs, je me rends compte à ce moment-là que je peux aller travailler et retrouver un travail plus ou moins sportif en emmenant des clients sur des événements. Donc, il s'avère qu'à la fin de la journée, je demande quand même qui est cette personne. Et c'était Andrea Taffi. Ah donc, oui, forcément... j'ai pensé forcément à lui. Oui, forcément. Ouais. Donc voilà, bien évidemment, champion italien. Beaucoup de rigolades autour de moi, parce que tout le monde savait qui c'était. Anecdote incroyable. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le vélo, et du moment où j'ai compris en fait que je pouvais retourner faire du sport tout en travaillant. Génial. Et j'ai découvert un plaisir ce jour-là, parce que ça n'a pas été facile. Hein. On a fait 90 km, je crois, ce jour-là. Déjà, bravo. Avec je ne sais pas combien de dénivelé. Ça faisait depuis l'âge de 15 ans que je n'avais pas fait de sortie de vélo, même si j'avais fait beaucoup de réduc, comme vous l'avez compris. Mais c'était vraiment une étape de passer. Et en fait, je me rends compte que le vélo peut amener d'autres bénéfices. Déjà, les paysages fantastiques. Parce que à monter, je me suis retrouvée aussi toute seule dans la montée. Ouais, mais c'est beau, mais c'est vrai que c'est magnifique. Et en fait, je me suis dit une prise de hauteur, une légèreté. Le calme, le silence aussi. Ouais, exactement. Et en fait, se reconcentrer sur soi et savoir arriver à trouver tout seul finalement les réflexions à avoir. Parce que je peux vous dire que quand on pédale, on réfléchit. Hein. Même si on est dans le dur, qu'on admire. Vous avez plein de questions qui vous passent par la tête, notamment à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? La fameuse question, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? J'avais mal de partout, j'avais des crampes, j'ai découvert les gels, pas du tout bon pour l'estomac pour ma part. Non, c'est sûr, mais... on n'est pas habitué en plus au début, c'est sûr. Donc voilà, plein de choses comme ça, et en fait, je commence à avoir un bénéfice aussi sur mon genou. En fait, je me suis rendu compte que je commence le vélo, je ne peux pas me mettre en danseuse à cette époque-là, donc je fais tout sur la selle. Et en fait, au fur et à mesure des sorties, parce que 2 mois après cette sortie-là, je monte le Ventoux. Entre-temps, j'achète un vélo pour emmener les clients. Parce que le but était de démontrer... Ça a été, quelque part, le pro t'a permis de retrouver cet équilibre-là intéressant. Ouais. Et c'est là où, d'ailleurs, l'algodystrophie s'arrête. Intéressant. C'est du fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, le vélo étant un sport accessible à tout le monde, pas traumatisant. Sport porté, effectivement. Sport porté. Aujourd'hui, vous avez les vélos électriques. Qui permet d'accéder à faire des cols avec l'assistance. Ouais, c'est ça. Et je me rends compte à ce moment-là, en fait, si jamais on est un minima sportif, on peut venir et répondre présent aux événements qu'on faisait, qu'on fait avec Mapei quand il s'agit du vélo, que ce soit en vélo musculaire ou en vélo électrique. Il suffit d'adapter les parcours, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, je me dis, si moi, j'ai été capable de le faire, même si je suis une ancienne sportive de haut niveau, en fin de compte, en vélo électrique, tout le monde, la plupart des gens sont capables de c'est accessible. Mais c'est vrai qu'on est peu nombreux à avoir une anecdote comme celle-ci où le premier ride est avec Andrea Taffi. Là, c'est le réel, on va dire. Mémorable. Le réel. Et qu'est-ce qui t'amène à faire le tour du Danemark ? Une expérience au Portugal.
Donc, j'arrive après le Covid. Donc là, je me mets à faire beaucoup de vélo après ça, parce que je retrouve du muscle, j'ai des douleurs qui disparaissent. Ça me permet de me rééquilibrer. Et aussi psychologiquement, de retrouver une stabilité émotionnelle, professionnelle, vraiment une structure comme j'avais pu connaître. Et refaire du sport régulièrement sans trauma, en fait. Parce que à ce moment-là, je ne peux plus courir. Ça me fait trop mal. Je suis en manque de muscles, donc forcément, mon articulation est moins stable. Et du coup, les douleurs peuvent venir en courant. Donc, je me mets vraiment à fond dans le vélo. Et en 2022, je crois, je pars au Portugal faire une expérience pour me recentrer avec moi-même. Donc je pars toute seule et à l'époque c'est Jérôme Cousin qui fait ces stages-là dans le sud du Portugal. Exact. Il faisait un Algarve exactement. Avec son ex-compagne, il faisait des stages tout à fait de gravel. Et donc il me fait découvrir le gravel. Et à ce moment-là fatigué, je lui dis écoute, l'itinérance non. Mais par contre, sur une journée, faire des boucles et tout ça. Donc, je découvre le gravel au Portugal, donc il y a pire. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et je retrouve justement ce bien-être procuré par les paysages. La connexion avec la nature. Par la connexion, avec la nature, se retrouver au milieu de nulle part. Vous êtes tout seul, vous êtes... Et puis c'est beau, les décors sont... C'est vraiment une légèreté. Alors, je dis pas que j'ai pas la musique des fois quand je roule. Ce qui est plutôt ça te permet d'avoir un peu d'évasion, tout à fait. Mais voilà, toutes ces choses-là, et il me dit, tu devrais essayer l'itinérance parce que c'est vraiment quelque chose d'autre. Un voyage intérieur, on va dire aussi. Exactement. Ouais. Et ça me faisait du bien, en fait. Ça me faisait du bien. Je parle de ça dans un article avec du Progrès. Et la journaliste qui m'interroge me dit, bon, vas-y, c'est quoi tes prochains projets ? Et je dis, pourquoi pas aller traverser le Portugal par la N2, parce que je savais que ça pouvait se faire, qu'il y avait un côté histoire, et je voulais vraiment essayer ce mode itinérance. Et donc, elle me dit, non, pas le Portugal, Coralie. Faut que tu fasses un truc au Danemark. Elle qui t'a tendu la perche. Et donc là, elle écrit ça dans l'article. Donc forcément, autour, tout le monde me pose la question. Mais pourquoi tu vas aller traverser le Danemark ? Et ça fait son cheminement dans ma tête. Puis ça me fait un travail sur moi-même en me disant en fait, pourquoi ça me dit ? Pourquoi ça me tente ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et au fur et à mesure des discussions avec les gens qui étaient autour de moi, je me suis dit, si je vais au Danemark, il faut qu'il y ait un sens. Beaucoup de personnes ne savaient pas pourquoi j'avais arrêté le foot. Parce que pas de réseaux sociaux à cette époque-là, donc pas de communication, j'avais pas fait de jubilé. Et j'ai dit, vas-y, ça te permettait exactement. Je vais faire un jubilé. Ouais, je comprends le lien. Donc là, je me dis, ok, le Danemark, le vélo, le sport qui m'a permis entre guillemets, de pas retourner avec des béquilles, on va dire ça comme ça, ou de pas avoir de prothèses, donc d'évoluer physiquement. Et je me dis, il me manque l'OL. Je veux les intégrer, c'est ceux qui m'ont permis de faire de mon sport mon métier. Je veux intégrer l'OL d'une façon ou d'une autre. Donc à l'époque, je commande toujours à Wellplay, parce qu'actuellement, je commande pour la fédération. Donc à l'époque, je commande toujours sur Wellplay, et ils me disent demande à Well Fondation. Donc je vais voir Well Fondation, je leur dis je voudrais faire un projet, est-ce que vous pouvez me suivre ? Donc ils m'ont soutenu. Par contre, ils m'ont dit, nous, ça n'a pas d'intérêt que tu le fasses directement avec nous. Si tu veux mettre en avant le sport santé, ils m'ont mis en relation avec les HFME, qui étaient le partenaire principal de Well Fondation à cette époque-là. Donc ça veut dire qu'ils reversaient les dons principalement à femmes, mères et enfants. Et il y avait c'était pour le projet Jardin d'essence et Jardin des sports. Donc il y avait ce bien-être par l'alimentation que moi j'ai pu connaître quand il a fallu que je retrouve un équilibre alimentaire dû aux prises de médoc, toutes ces choses-là. Qu'il y avait aussi dans le vélo, parce que tu dois le savoir. Oui, bien sûr, oui, je vois bien. C'est une alimentation spécifique. Ouais. Parce que quand on est dans le dur, on est vraiment dans le dur, il y a nos retours dans le vélo. Et tout ce qui est aussi sport santé, mais par étapes, et par se dire que quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on a pu traverser, il faut arriver à retrouver
quelque chose qui peut nous faire vibrer. Alors, ça ne nous fera pas vibrer autant. Mhm. Ça, c'est difficile et c'est même rare qu'on retrouve quelque chose qui nous fasse vibrer à 100%. Mais par contre, quelque chose qui va vous redonner goût, si je puis, c'est un peu extrême, mais qui va nous redonner goût à passer des étapes, à surmonter les obstacles et à reprendre plaisir pour retrouver son équilibre. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai voulu transmettre. Tous les éléments étaient C'est ça. finalement tout ce qui, tu disais tout à l'heure, j'avais besoin de quelque chose qui donne du sens. Exactement. Là, tout était réuni, l'OL, C'est ça. la fondation, C'est ça. le Danemark, tout était réuni. Donc, je fais le projet du coup pour ça. Je rapporte une somme de 5 000 €, donc que des personnes, pas d'entreprises, hein, vraiment bien sûr, des personnes, particuliers. des Ouais. particuliers. Donc, ça a été une grosse réussite. Je pars avec quelqu'un qui est coach sportif pour la santé, donc qui donne des cours pour les personnes qui font le cancer et qui faisaient pas le vélo. Et en fait, j'ai voulu faire ça parce que je voulais me percevoir, du moins me convaincre que j'étais capable d'emmener quelqu'un qui est j'ai un tempérament, voilà, j'ai tendance à m'énerver vite. Et je voulais, Pour je ça, voulais peut-être qu'on voulait me pas te parler à la fin canaliser. des matchs. C'est peut-être pour Oui, ça qu'on voulait pas te oui, parler à la fin. le chauffeur du bus m'appelait Pitbull, donc vous voyez, c'est à l'image de. Mais par contre, voilà, je voulais, parce que quand vous allez faire un projet comme ça, en fait, les jugements que vous pouvez avoir, c'est ouais, mais toi, t'as été sportif de haut niveau, tu vas y arriver. Ouais, mais je faisais pas du vélo, en fait, c'est autre chose. C'est pas la même c'est pas le même alimentation, effort, comme c'est on pas- dit, c'est pas le même complètement. effort, Ouais. c'est pas la même organisation, parce que je suis partie en backpacking. Donc, en dormant dans des shelters, c'est des cabanes en bois, hein. Vous n'avez pas d'eau potable. Votre principal but de la journée, c'est de trouver à manger, de savoir où vous allez dormir, parce que C'est ça. c'était pas planifié. Mais arrivé quelques mésaventures où, Ça fait partie aussi avec le dérailleur. Voilà, j'ai lu ça, mais ça fait partie aussi de quelque part ce qu'on va chercher. Puis surtout, c'est ce qui fait qu'on s'en souvient. C'est ces moments. Alors, on se souvient des levées de soleil, des couchers de soleil, ça c'est sûr, mais on se souvient surtout des problèmes qu'on a eus. Et puis, finalement, on a trouvé des solutions, quoi. Moi, je me souviens beaucoup de la pluie et du vent en pleine face au Danemark, parce que je peux vous dire que quand je l'ai eu dans le dos, c'était cool. Notre histoire, ça a été cool. Ouais. Est-ce que ça a révélé des choses en toi, cette aventure à vélo? À ce moment-là de ma vie, ça me redonne confiance en moi, du fait que je sois capable... en 2023, c'est ça? 2023. Que je sois capable d'aller de nouveau dans l'inconnu et de pouvoir emmener quelqu'un dans l'inconnu et d'atteindre son objectif. Ouais. Ça m'a permis à ce moment-là de me remettre un boost dans la confiance en moi, de me rebooster au niveau de la confiance en moi, et notamment sur des parallèles qu'il peut y avoir entre le sport et une entreprise. C'est vrai qu'on en parlait en off tout à l'heure. On dit souvent qu'il y a beaucoup de parallèles, et ce qui est vrai, hein, dans le sport et dans l'entreprise sur beaucoup de choses. On reste avec des profils différents parce qu'on n'a pas été formaté pareil. Les schémas de vie ne sont pas les mêmes. Donc, on reproduit des choses qui, en entreprise, il faut adapter. Et ça sera toujours à nous de l'adapter. Donc voilà, j'avais peut-être un manque de repères sur le fait de comprendre que les gens en face de moi ne peuvent pas être aussi perfectionnistes, n'avaient pas forcément le même engagement. Et qu'il fallait que j'ai une communication qui est autre que celle que j'avais pu avoir sur le terrain. Ouais, il fallait un peu temporiser. C'est-à-dire Voilà. que ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'effectivement, quand on est une ancienne championne de haut niveau, on a l'exigence. C'est ce qui fait que tu as été championne. L'exigence, le détail, la motivation, l'ambition. Et dans l'entreprise, même si, comme tu l'as dit, oui, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs que tu peux dupliquer. Mais il y a aussi le fait que quand on était en club, toi, j'imagine que quand vous rentriez sur le terrain, toutes, vous aviez qu'une envie, c'était de gagner, quoi. Voilà. Exactement. Alors que parfois, oui, en entreprise, tu peux avoir des personnes qui ont un niveau d'exigence qui est en deçà. Et parfois, ça peut être difficile de comprendre, d'accepter, et il faut temporiser. Et que, comme je l'évoquais, moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a un ADN sport. Donc, ces valeurs-là et les gens qui sont recrutés, normalement,
sont recrutés parce qu'ils ont ces valeurs-là. Donc, c'est moins compliqué que dans une entreprise lambda qui n'a pas cet ADN-là. Mais quand même, c'est des schémas. Et puis, il faut arriver à transmettre le fait qu'on ne fonctionne pas pareil. Oui, c'est vrai. Il faut accepter. C'est pas forcément... Moi, je ne m'attendais pas à ça. On n'a pas été... accompagné pour vous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Donc, même si j'ai été accompagnée chez ma paye, ça, il n'y a pas de problème. Mais une anecdote, un jour, on me dit, il faut que tu poses des RTT. Je dis, mais c'est quoi des RTT ? Parce que dans le foot, on n'a pas de RTT. Oui, c'est sûr. On vous dit, vous êtes en vacances de telle période à telle période. Et encore, quand vous êtes en vacances, on vous dit, il faudra que tu fasses un programme là. Il faudra que tu gardes la forme physique. Donc, c'est des petits trucs administratifs qui sont nouveaux, et qu'il faut gérer, Donc, non, c'est... Très intéressant ce parcours. C'est vrai qu'on voit comment le vélo est arrivé dans ta vie. Au début, c'était un support qui était pas... Quand on disait va faire du vélo, en gros, c'est parce que tu avais été blessé. C'est ça. Et puis, c'était intéressant de voir comment il est arrivé dans ta vie. Il y a aussi le fait qu'il t'a permis aussi de te reconstruire. Tout à fait. Personnellement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi tu vis sur Lyon ? Est-ce que tu roules régulièrement sur Lyon ou est-ce que toi, tu vas rouler sur des extérieurs ? Comment tu roules aujourd'hui ? Déjà, aujourd'hui, j'ai 3 vélos. Totalement mordu. Là, c'est totalement, elle a mis le doigt dans l'engrenage. J'ai commencé par acheter un vélo à la base pour me déplacer. Et je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas faire grand-chose sur des grandes sorties. Du coup, qui a fini sur le home trainer, forcément. Donc, aujourd'hui, j'ai aussi une autre façon de voir le home trainer. Oui. Qui est plutôt dans un réveil musculaire plutôt qu'autre chose. Parce que plus on vieillit, plus il faut s'entretenir. C'est ça qu'il faut dire. Donc ça, j'ai acheté un vélo de route donc là, juste après avoir fait le Giro pour aller monter le Ventoux parce que j'ai vite compris que d'avoir son propre vélo et j'ai eu des bonnes opportunités. Donc ce qui est rigolo, c'est que Andrea Tafi avait gagné Paris-Roubaix en 98, je crois. Je ne saurais pas dire. Je sais qu'il a gagné, mais l'année précise, je ne saurais pas te dire. J'ai un vélo, un Specialized Paris-Roubaix. Donc, c'est rigolo. Et dans 2 semaines, je fais le challenge Paris-Roubaix. Je ne suis pas sûre d'y arriver parce que je ne suis pas très entraînée. Mais bon. Donc, c'est assez marrant. Ouais. Et suite à mon voyage au Danemark, donc, je me suis fait prêter un vélo, un gravel. Parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est quand même un investissement. Donc suivant le niveau et la performance qu'on veut avoir ou ce qu'on veut faire avec un vélo, forcément il y a tous les budgets. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui parce que c'était pas forcément le cas aussi avant. Du coup j'ai acheté un gravel. Le vélo sur lequel j'ai fait le Danemark, en fait j'ai eu 0 douleur. J'ai fait des études posturales, etc. Et pour ceux qui font du vélo régulièrement, ils savent que quand vous avez un vélo, vous avez 0 douleur. Quand vous faites 800 km, il faut le garder. Donc, du coup, j'ai acheté le gravel. Génial. Bon, c'est une belle histoire. J'ai bien fait de t'inviter sur le podcast. Tu vois, je savais qu'il y avait des choses à sortir de ce rendez-vous. Est-ce que tu peux peut-être un dernier message à faire passer aux auditrices ou aux auditeurs en lien avec le vélo ou juste ton parcours, mais en tout cas, quel message tu aimerais leur faire passer ? Je pense que le vélo aujourd'hui, en tout cas à Lyon, peut être très bien perçu comme mal perçu par rapport aux différentes structures qui sont mises en place. Moi, je dirais juste qu'il faut être ouvert d'esprit, surtout, et trouver comment le vélo peut nous donner du positif. Si c'est par le transport, il faut l'utiliser par le transport. Si c'est une façon d'aller chercher, on va dire, des ressources ou de la nature, vous avez aussi des modes de vélo qui peuvent s'adapter. Et après, si vous aimez la compète, essayez quand même. C'est sympa aussi. Un grand merci à toi. Je te souhaite tout le meilleur pour ton prochain défi, le Paris-Roubaix Challenge dans quelques jours, quelques semaines. On va suivre ça. Et puis, au plaisir de rouler, pourquoi pas, avec toi sur les routes lyonnaises. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté cette invitation, du temps que tu nous as consacré. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous aussi. S'il y a une idée à retenir de cette discussion, c'est peut-être celle-ci. Regarder les pros peut inspirer, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de s'entraîner. Parce que derrière ce qu'on voit à la télé, il y a des années de construction, d'entraînement, du volume énorme et une réalité qui est très loin de celle de la plupart des cyclistes. L'important finalement, c'est peut-être de trouver l'entraînement qui correspond à son temps, à son objectif et au plaisir que l'on peut prendre sur le vélo.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci.